toutes et tous, bienvenue dans l'émission Sport Planète. Je suis ravie de vous retrouver pour un 7e numéro consacré à un sport plus responsable. Sans plus attendre, voici le sommaire de notre émission. Son truc à lui, ce sont les ballons, des ballons qu'il veut recyclables le plus longtemps possible. Pour cela, Simon Muchler a créé Rebond, une entreprise qui fabrique des ballons de foot en matière végétale à base d'huile de soja. Il va nous raconter. Dans notre Zoom Éco, on s'intéressera à la JL Bourg Basket, un club qui ne cesse d'innover, notamment sur le plan environnemental, avec des gourdes en verre, du covoiturage et des maillots qu'on transforme. Manon Fontaine est notre invitée. Courir 220 km autour de Paris, dans les corridors verts d'Île-de-France, c'est le défi relevé par Xavier Thévenard, le célèbre ultra-trailer qui ne cesse d'alerter l'opinion publique sur la nécessité de protéger sa nature. Nous l'avons rencontré. Et avant d'entendre Xavier Thévenard, eh bien, je salue sur ce plateau Simon et Manon. Merci à tous les deux d'être là aujourd'hui dans ce déjà 7e numéro de Sport Planète. On va commencer avec Simon, cette émission. Simon Muchler, co-créateur de Rebond, une entreprise spécialisée dans le recyclage de ballons, dont vous nous avez apporté quelques exemplaires. On y reviendra dans quelques instants. Simon, cette histoire, c'est au départ, je crois, une histoire de copains. Oui, tout à fait, bonjour. En effet, c'est une histoire de copains. Il y a eu deux événements qui sont un peu liés. Celle d'une envie entre copains de faire du ballon différemment et celle d'une connaissance aussi. On avait acquis une certaine connaissance dans le ballon. Et il y avait un constat que notre génération, j'ai 36 ans aujourd'hui et je pense que depuis que je suis adolescent, j'entends parler de la part des hautes instances de discours alarmants sur l'état de notre planète, de l'environnement. Et tous les ans, c'est un peu un disque qui se répète. Et on a l'impression d'aller droit dans un mur. On se demande quand est-ce que le pilote va tourner le volant. Et en fait, il ne se passait rien. Et à un moment donné, on s'est dit, nous, on a la connaissance du ballon. Et si c'était à nous de rentrer en action, nous en tant qu'acteurs économiques et peuple aussi finalement. Et c'est comme ça qu'on est parti sur l'idée de Rebond. Derrière Rebond, c'est l'envie de challenger le ballon de sport dans le but d'en faire un produit éco et socio-conçu. Quand on parle de connaître le ballon, ce sont des voyages dans des pays qui jusque-là fabriquent ces ballons, l'Inde et le Pakistan, je crois. Oui, tout à fait. En fait, il y a une région dans le monde qui s'appelle le Pendjab et qui est historiquement spécialiste de la production du ballon de sport. C'est même une région berceau, c'est une spécialité culturelle, artisanale, au même type que le marbre en Italie, le savon de Marseille. Et ils ont ce savoir-faire qui date de l'époque coloniale anglaise en fait. Et c'est un savoir qui n'a jamais été égalé. C'est peu connu, c'est même caché je pense, parce qu'il y a souvent eu des idées de travail social, de droit social non respectés. Et nous, on en a fait plutôt une force. On veut expliquer pourquoi ils ont ce savoir-faire artisanal et comment ils ont pivoté pour reacher, si je puis dire, les normes sociales de l'Occident. Et du coup, on raconte tout ça. On veut vraiment sensibiliser et amener dans notre aventure. Voilà, donc on sait faire du ballon et on se dit que les clubs en ont besoin. Un club amateur de foot, par exemple, qui sera votre marché à venir, il utilise combien de ballons par an ? Il faut savoir qu'il y a environ 15 000 clubs amateurs en France et ils utilisent entre 80 et 100 ballons par saison. C'est-à-dire qu'ils achètent des ballons au mois de mai-juin, en préparation de la saison, et l'année suivante, au mois de mai-juin, quand la saison est terminée, ils les jettent. Donc on peut presque parler du ballon comme un produit à usage unique, comme produit de consommation en tout cas. Manon, vous êtes chargée de communication à la JL Bourg Basket, en charge de tous les sujets RSE. Combien on utilise de ballons, de gonfles, comme on dit en basket, en une saison ? Bonjour à tous les deux déjà, merci. Nous, on est en moyenne sur une 60aine de ballons, puisqu'on a nos 2 ligues qui vont nous donner des ballons chaque année et au niveau de l'équipe professionnelle. Donc 30 on va dire sur les ballons d'Eurocup, 30 sur les ballons de Betclic Elite. Et après, c'est des ballons par contre qu'on essaye de réutiliser parce qu'ils redescendent à notre centre de formation et à notre section amateur. Donc ils ont plusieurs années de vie. Je ne saurais pas dire combien exactement, mais on essaye un petit peu. On les garde un petit peu plus longtemps, mais il y a aussi le problème de qu'est-ce qu'on en fait après. Clairement. Évidemment, même si c'est un peu plus tardif. Alors sur un ballon de foot, on a différentes couches de matière, du PVC, de la mousse, du polyester, du coton, du latex, de la résine, des encres. Vous faites un ballon différent de tout ça. Alors comment vous faites ? En fait, vous avez mis le doigt sur quelque chose, c'est que le ballon de base, c'est un produit qui est multimatière. Donc qui dit multimatière,
surtout dans l'assemblage de production, les matières fusionnent, veut dire non recyclable, donc un déchet. Alors nous, on a travaillé avec ce prisme de fin de cycle de vie du produit. Comment est-ce qu'on peut rendre le ballon recyclable? Et pour ça, il fallait se rapprocher d'un monomatière, d'un produit monomatière. Et du coup, ça voulait dire réinventer la manière de faire du ballon dans les matières utilisées. Et tant qu'à faire, on s'est éloigné des énergies fossiles, puisqu'aujourd'hui, comme vous le disiez, le ballon, en fait, c'est du plastique. On parle souvent de ballon en simili-cuir. C'est un beau terme pour dire que le ballon, c'est soit du PVC, soit du PU, donc du plastique. Nous, la manière dont on le travaille, c'est avec des énergies qui viennent de la biomasse. Donc on parle de matériaux biosourcés. Pour s'éloigner des énergies fossiles, en fait, on utilise, pour faire un raccourci et l'expliquer facilement, on utilise des résidus de matière organique et végétale, déjà créés par la planète. Ils sont aussi solides que les autres? Ouais, c'est un peu la question aussi de savoir s'ils vont durer au bout d'un certain nombre de coups francs tirés. C'était tout l'enjeu du produit aussi, c'est que derrière le ballon de sport, il y a quand même un enjeu technique parce qu'on joue avec et il y a une technicité à conserver, voire même à améliorer. Et là-dessus, il y a une instance internationale qui s'appelle la FIFA au niveau du foot qui a un cahier des charges assez précis en fonction de différentes qualités techniques. Et en effet, ce sont des ballons qui répondent aux critères de la FIFA. Alors, ce sont des ballons techniques, ce sont aussi des œuvres d'art, clairement. Je ne suis même pas sûre que si j'en achète un pour mes enfants, je les laisserai jouer avec, tellement ils sont beaux. Ouais, merci. En fait, cette idée de travailler artistiquement le produit, c'était principalement pour attirer l'œil. Attirer l'œil pour sensibiliser au message de fond. Et c'est ce qu'on a fait ces 3 premières années. On ne voulait pas qu'il ressemble aux autres. Exactement. Voilà. Et le ballon, il a quand même cette force d'être un produit, je pense que c'est le produit le plus populaire au monde, qui parle à tout le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous allez dans n'importe quel pays avec un ballon, ça devient presque un langage. Il peut y avoir un jeu qui s'opère avec les personnes en face de vous. Et dans ce sens-là, il peut fédérer, il peut véhiculer des messages forts. Et le nôtre, c'est de dire que le sport peut véhiculer des valeurs environnementales et sociales. Et pour impacter sur ce message, en effet, on a fait des ballons très graphiques, très designés. Notre seconde étape, qui va être d'aller voir les clubs amateurs, donc se rapprocher d'un produit très technique, pur, on va aussi le faire au niveau du design et se rapprocher d'un produit graphiquement de jeu. Plus classique, effectivement. Là, on a quelques exemples sur le plateau, parce que vous avez travaillé, vous parliez de la FIFA, mais vous avez travaillé avec des clubs. Je vois l'Olympique de Marseille, je n'ai pas forcément vu les autres, des clubs comme le FC Nantes, puisque vous êtes basé en Loire-Atlantique. Ces clubs, leur demandent, qu'est-ce qu'elles disaient? Qu'est-ce qu'on vous a demandé précisément quand vous avez travaillé avec eux? Alors, c'est un peu nous qui l'avons demandé. En fait, ça s'est fait à l'inverse. Depuis le début de notre histoire, quand on franchit une étape de R&D, de recherche et développement, on a pris l'habitude de faire une collaboration avec un club professionnel. L'idée, c'était de pouvoir communiquer fortement sur une étape d'avancée et aussi de fédérer autour de notre projet. On est une marque qui s'est autofinancée. Ça nous a permis de prendre notre temps et d'aller au fond des choses. Je pense que si on avait ouvert notre capital, on aurait eu des engagements temps plus rapides. Donc on ne serait peut-être pas allé au bout des choses comme on l'a fait là. Et là, l'étape franchie était tellement importante qu'on a décidé de le proposer à tous les clubs professionnels, alors principalement la première division dans un premier temps. Et en fait, il y a eu un enthousiasme fou. Donc on a travaillé avec 20 clubs pour sortir ces premiers ballons issus de matière végétale. Le 21e, il est en face de vous. Il y a déjà des échanges qui ont été pris, je crois, pour que le ballon de basket, le prochain, ce soit un ballon de basket. D'ailleurs, pour le moment, on parle de football. C'est simplement une première étape dans la recherche et développement. Mais demain, potentiellement, ballon de basket, ballon de rugby. Tout à fait. Tout à fait. En fait, on s'est attelé au foot parce que c'est le produit qui était le plus énergivore. C'est un produit qui utilise beaucoup d'énergie fossile, pour le coup. Quand le basket et le rugby, il y a une base de ce qu'on appelle du rubber, donc de caoutchouc, et de matière déjà naturelle. Donc on s'est attelé au produit le plus polluant, en fait, dans un premier temps. Mais bien sûr, dans un second temps, on travaillera les autres produits avec le prisme de recyclabilité, surtout. Alors ce ballon, on le trouve où aujourd'hui et à quel prix ? Alors actuellement, on a lancé une campagne de financement participatif, donc soutenue par ces clubs professionnels. Et c'est une campagne qui prend fin le 25 novembre, donc fin du mois. Donc vous pouvez y participer, les précommander, et vous les recevrez sur le mois de février. Donc ça nous aide vraiment à lancer la phase industrielle de ces produits d'un genre nouveau. Avec un prix public de 49 €. Exactement, 49 €. Prix moyen d'un ballon, 25 € dans le commerce aujourd'hui. Pour la compétition, 100 €. Donc là, on est pile poil au milieu en termes de budget. On est sur le milieu et surtout, on est sur un début de lancement. Donc, qui dit augmentation de volume, dit économie d'échelle. Et on se rapprochera petit à petit d'un prix plus classique ou entrée de gamme. Et ça veut dire aussi qu'une fois que le ballon ne sert plus, on vous le renvoie.
Exactement. C'est le principe. Exactement. Et si c'est indiqué sur le ballon, parce que nos ballons ont un petit logo qui montre qu'il est recyclable, il vous invite à aller sur notre site internet. Et là, il y a un formulaire de renvoi à compléter. On vous donne un bordereau gratuitement, on vous donne en plus une remise. Parce que le but est aussi de valoriser finalement les déchets. Si on va faire une circularité, c'est important. Et du coup, vous nous renvoyez le ballon et nous, on l'intègre dans notre processus de recyclage. Vous êtes fier de dire que ce ballon est made in France? Ouais, toutes les matières premières sont françaises et on a un atelier français. En effet, ça c'était un vrai défi aussi au moment du lancement de la marque. C'était de pouvoir avoir un atelier de production proche de chez nous. Et en effet, depuis 2019, on a la chance de l'avoir fait développer grandement puisqu'on a fait des productions pour le Paris Saint-Germain, pour la Fédération française de football. Donc ouais, on en est fiers. Merci en tout cas de ce témoignage. Vous restez bien sûr avec nous. Vous allez écouter maintenant ce que va nous raconter Manon et toutes ces actions mises en place par la GL Borg Basket. C'est notre Zoom Echo. Manon Fontaine, je le disais il y a quelques instants, chargée de communication à la GL Borg Basket et en charge des projets RSE. Ce club, il évolue en Betclic Elite, en Coupe d'Europe également. Club qui joue aussi les premiers rôles en termes d'éco-responsabilité. Manon, depuis quand la GL s'est-elle, je dirais, verdie un petit peu? Elle qui joue en blanc et rouge. Je dirais que ça fait 3 ans à peu près qu'il y a eu une vraie prise de conscience, que ce soit au niveau de notre impact sociétal ou environnemental. Et on avait commencé à amorcer un petit peu toutes ces réflexions avant la période de Covid, début 2020, fin 2019, début 2020. Et on a réuni un petit peu déjà tous les salariés, tous les membres du club pour dire bon, comment on peut se diriger justement vers une voie un peu plus verte tout en étant toujours ce qu'on est et sans perdre notre identité. Et là, les actions vraiment concrètes ont commencé il y a 2 ans à peu près et sont en cours. Un travail collégial, donc. Complètement, un sport co jusqu'au bout. Alors, dans cet engagement qui est pris il y a 2-3 ans, on l'entend bien, comment il s'est traduit concrètement? Il se traduit par plein de manières différentes. La première action, entre guillemets, forte qu'on a voulu développer, c'est sur l'utilisation, ou du moins la non-utilisation des bouteilles plastiques. Parce que ça, c'est quelque chose qui était flagrant chez nous et chez beaucoup de clubs, je pense. Un joueur, c'est 2 à 3 bouteilles plastiques par jour d'eau. Donc d'un litre 5, donc imaginez la quantité de plastique et la quantité d'eau qui peut être gaspillée quand on compte notre équipe professionnelle, notre centre de formation avec nos U18, nos U21, les soirs de match avec tous les bénévoles. Enfin, c'était énorme les palettes d'eau qu'on pouvait recevoir. Donc voilà, c'était le premier point sur lequel on a voulu travailler. Et du coup, on a mis en place des systèmes de fontaines à eau dans notre salle à différents endroits, muni tout le monde de gourdes. Donc c'était le premier point. Et puis après, on a plein d'autres actions. On essaye toujours de sensibiliser notre public, nos partenaires, nos joueurs au recyclage notamment. C'est des basiques mais qui sont importants pour nous. Et là, cet été, on a mis en place, on est passé à une flotte de voitures 100% électriques ou hybrides. Donc ça fait partie de nos actions un peu majeures en ce moment. Voilà, pour se déplacer, la voiture hybride. Effectivement, vos joueurs sont impliqués, eux aussi, évidemment, parce que c'est un travail, vous l'avez dit, collectif, et le basket est un sport d'équipe. On va écouter Pierre Pelos et son engagement dans cette voie. Bonjour à tous, c'est Pierre Pelos, joueur de la GL Bourg depuis maintenant 5 ans. Être sportif de haut niveau, c'est d'abord performer sur le terrain, mais c'est pas que ça, c'est aussi faire passer des valeurs, faire passer les valeurs aux plus jeunes et aux plus grands, à travers notre sport et à travers l'image qu'on a. Comme le projet One Team que j'ai pu faire grâce à l'Euroleague, où j'ai pu partager avec des jeunes sourds, mais aussi les valeurs sur l'écologie, ce sur quoi le club travaille énormément aujourd'hui et que nous, joueurs, nous soutenons au maximum. On reviendra sur l'engagement sociétal dans quelques instants. On va revenir sur l'histoire des transports, sur les événements, les grands événements. Souvent, l'empreinte carbone, elle est plombée clairement par le transport des spectateurs qui viennent majoritairement en voiture. Vous travaillez là depuis peu avec une start-up pour favoriser le covoiturage. Oui, c'est une de nos nouvelles missions, on va dire, mais on sait que c'est un gros axe de travail qu'on a chez tous les acteurs de l'événementiel et de l'événementiel sportif, en effet, la mobilité. Et c'est un axe de travail, je pense, qui est super difficile. Parce que mine de rien, là, on parle de vraiment changer des mentalités. Et c'est toujours long, donc ça peut être frustrant. Dans certaines villes, c'est aussi plus facile. Je pense à des grandes villes comme Marseille, Paris, Lyon. On a déjà cette mouvance du transport en commun. C'est plus simple, les stades sont accessibles. Nous, on a une difficulté supplémentaire. Donc sur Bourg-en-Bresse, on est sur une commune de 40 000 habitants, 100 000 un peu plus avec l'agglo derrière.
Mais on a un réseau de bus qui s'arrête en début de soirée, donc sur des matchs de basket avec des horaires tardifs, c'est plus possible. La trottinette, le vélo, oui, mais c'est pareil, il faut habiter quand même relativement près. Donc on peut dire ce qu'on veut, le numéro 1, ça reste la voiture chez nous. En plus, on se gare très facilement auprès de notre salle, on n'a pas de bouchon. Donc c'est compliqué de faire autrement que prendre la voiture. Donc on s'est dit, bon, on va accepter ça, mais on va essayer de renforcer le covoiturage. Et on s'est associé à une application qui s'appelle Stadium Go, qui en plus est vraiment sur le covoiturage de supporters. Donc que ce soit de foot, de basket, de volley, ils sont en train en ce moment vraiment de se développer. Et comme ça, on consomme autrement les matchs. Et nous, on essaye d'inciter cette ferveur supporter. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur l'appli et on voit les copains qui sont pas loin et qui pourraient venir au match avec nous. Exactement. Voilà, Stadium Go, une nouvelle application. Alors quand on parle de transport, et ça fait souvent buzzer en ce moment, on parle aussi celui de l'équipe pro, dont fait partie Pierre Pelos, qu'on vient d'entendre. La JL Bourg voyage en TGV et plutôt qu'en jet privé, on est d'accord ? Plutôt qu'en jet privé, ça c'est sûr. On aimerait voyager qu'en TGV. Malheureusement, il y a des réalités de terrain qui sont plus compliquées que ça. On sait que c'est un sujet très important à bosser pour tous les clubs sportifs de haut niveau, que c'est un sujet important parce qu'il est extrêmement énergivore. Mais en effet, il y a une réalité chez les sportifs qui est que, notamment quand on est dans des compétitions européennes comme notre équipe peut l'être, il y a un enchaînement des matchs, il y a des temps de récupération chez les joueurs. Ça, on peut malheureusement ne pas en tenir compte. Et donc, le train n'est pas toujours la solution. Par exemple, quand on va à Barcelone, puis ensuite on va jouer au Portel et on se déplace en Lituanie, vous comprenez rapidement les limites du TGV. Donc on essaye de faire toujours au mieux, de réfléchir à des solutions, mais il y a une vraie logistique derrière. Bon là, en ce moment, on réalise un diagnostic carbone justement auprès de vraiment l'ensemble du club. Donc on va sûrement nous donner des marges d'amélioration et ça en fera peut-être partie. Donc on va continuer de bosser dessus, mais voilà. L'engagement, il va au-delà du sportif de haut niveau. Vous impliquez vos joueurs, on l'a vu. Est-ce qu'il y a une demande de la part de vos partenaires aussi ? Oui, de plus en plus. Je pense qu'on a tous conscience au niveau personnel de l'impact qu'on peut avoir, donc pareil, sociétal ou environnemental. Et on sent que ça a vraiment touché maintenant toutes les entreprises. Nous, nos partenaires sont de plus en plus friands de partager les mêmes valeurs. Ils sont en quête de sens au moment où ils s'engagent avec nous. Et comme nous, on peut être en quête de sens quand on se rapproche d'eux. Donc oui, vraiment, on a envie d'un élan collectif en fait sur plein de sujets. L'année dernière, par exemple, on a un partenaire qui est venu nous trouver en disant on a envie de vous soutenir, mais on a aussi envie de faire quelque chose pour la planète qui ait du sens. Donc, on a réfléchi un peu ensemble en se disant qu'est-ce qu'on peut faire de sympa. On reste toujours dans le ludique parce que, comme on le disait tout à l'heure, ça reste un jeu et c'est primordial au sein du sport. Et voilà, on a créé une opération qui s'appelait Shoot pour la planète. Chaque 3 points que l'équipe pro faisait à domicile, on reversait 80 € sur une cagnotte pour ensuite financer des projets à la fin, donc avec ce partenaire qui s'engageait. La Ligue nationale de basket, là qu'on voyait juste avant, fait ça aussi sur certains matchs. Enfin, voilà. Donc l'idée, c'est d'impulser des projets comme ça, que ce soit pour la jeunesse, notre territoire, pour l'environnement, on essaye. Alors justement, cet engagement, il prend différents aspects. On a beaucoup parlé d'environnement. Pierre Pelos l'évoquait tout à l'heure. Il y a aussi un engagement sociétal fort et souvent, ça va un peu ensemble quand même. Oui, carrément. Ça va ensemble. L'humain a toujours été au cœur du club, ça depuis des années, même avant la prise de conscience. Et je pense que ça l'est pour beaucoup de clubs sportifs, peu importe le sport, à soutenir des associations, des structures. Nous, on a souhaité évidemment le pérenniser, même le renforcer. Et d'ailleurs, cette année, pour faciliter entre guillemets ça et renforcer, on a créé un fonds de dotation qui s'appelle SyncJL. Et l'idée, c'est de vraiment agir pour la jeunesse locale, donc sur tout le département ou en tout cas sur tout notre territoire, financer différentes actions. Et oui, Pierre en parlait tout à l'heure dans le reportage, on a un projet qui s'appelle le projet One Team, qui est un projet citoyen impulsé par l'Eurocup, la compétition dont on fait partie. Et l'idée, c'est qu'on reçoit une dizaine d'adolescents sur 8 ou 10 séances par an. Ils viennent faire du basket, profiter de nos infrastructures. Ils voient des joueurs pros, ils sont encadrés par nos espoirs aussi, par du staff sportif. Donc c'est vraiment des moments super sympas. Et l'idée, c'est qu'à notre petite échelle, on essaye d'apporter des moments un peu hors du commun à des ados ou des enfants qui n'auraient pas forcément l'occasion de l'avoir sinon. L'actualité du moment, Manon, c'est la crise de l'énergie. Le sport pro est regardé aussi, comme pour les transports. Est-ce que vous avez pris des mesures dans votre club ? Bien sûr, ouais, on a pris des mesures et on est incité en plus à le faire de toute manière par la fédération de basket, par la Ligue nationale de basket, par nos collectivités aussi, que ce soit la région, la communauté de communes,
les villes, donc on est obligé et on a un chauffage qui est limité à 19 degrés, un peu comme le gouvernement l'a imposé, mais on joue le jeu. On pense aussi du coup à nos joueurs qui ont un peu plus froid, donc on a commandé la semaine dernière des surmaillots à manches longues comme ça pour s'adapter aussi à ça. On a nos LED dans notre salle d'entraînement, nos lumières qui ont été changées pour consommer beaucoup moins d'énergie. On fait attention en avant-match, en après-match, d'allumer moins longtemps, moins fort. Donc oui, bien sûr, on essaye aussi de prendre part à ce combat qu'on mène tous en ce moment. Des projets, il y en a plein, il y en a toujours plus à la GL Bourg Basket. C'est quoi le prochain ? Ouais, il y en a plein, toujours. En tout cas, dans nos têtes, après, ça prend forme petit à petit. Le prochain se rapproche un petit peu de notre sujet, parce que c'est de l'upcycling. En fait, on a énormément de maillots des saisons précédentes qu'on garde, qu'on stocke, et finalement, ils sont au fond d'un local, ils dorment un peu, et c'est trop dommage, parce que c'est des souvenirs et c'est énormément de matière. Donc, on s'est rapproché d'un ESAT sur Lyon, d'un ESAT couture, qui travaille avec des personnes en situation de handicap et qui confectionne des petits sacs, je vois qu'on voit à l'écran, des sacs, des coussins, des tote bags. Et donc, l'idée, c'est de leur donner certains de nos maillots, en tout cas une première quantité, et d'avoir en fait plein de produits uniques comme ça à avoir en boutique. Et l'idée, c'est qu'on ait un cercle vraiment vertueux à 100% sur ces... Et bientôt, il y aura des ballons. Produits. Peut-être qu'il y aura des ballons dans notre upcycling, c'est ça. Voilà, bon, je vous laisserai discuter ensemble après cette émission. Merci beaucoup Manon pour ce témoignage. Alors, vous le disiez, la Ligue nationale de basket, mais la fédération aussi s'implique, les initiatives se multiplient. La fédération, en partenariat avec la Maïf, a souhaité accompagner les clubs amateurs pour développer ce dont on parlait tout à l'heure, cette démarche éco-responsable, à savoir mettre des fontaines à eau un petit peu partout dans les clubs amateurs. Ça s'appelle Chaque panier compte. Le dispositif a été lancé le 14 novembre dernier lors de la rencontre de l'équipe de France. C'est Lucien Jarron qui vous en dit plus. Avec plus de 680 000 licenciés et 3800 clubs, le basket est le premier sport pratiqué en salle et le deuxième sport collectif en France. Une pratique qui plaît au plus grand nombre et également une fédération qui s'engage pour l'environnement. Depuis 2018, Maïf et la FFBB avancent main dans la main avec un objectif commun: accompagner les clubs dans le développement d'une pratique plus éco-responsable. Pour montrer l'exemple, qui de mieux que les joueurs et joueuses de l'équipe de France? Lors d'un rassemblement à l'INSEP cet été, un gros programme leur était réservé, à commencer par un shooting photo avec l'association Une bouteille à la mer fondée en 2019 par Mathieu Navillot. Ce qu'on essaye de faire, c'est sensibiliser à travers l'image et le sport, donc les sportifs de haut niveau, qui donnent de leur temps et leur image pour parler de l'écologie. Donc c'est des sportifs motivés, volontaires, qui le font de manière bénévole et qui essayent de mettre ça sur le tapis pour qu'on avance tous dans la bonne direction et puis de manière simple tous ensemble. Ces clichés de sportifs ont pour objectif d'éveiller les consciences sur les menaces qui pèsent sur l'environnement. Une situation qui inquiète tout particulièrement les membres de l'équipe de France. Ouais, ça fait peur, parce qu'on se dit que les choses avec lesquelles on a grandi ne seront pas forcément les mêmes que nos enfants. Impliqués à 100% sur le terrain, ces stars de la balle orange tentent aussi de trouver des solutions pour préserver la planète. J'essaie de prendre que des douches, j'ai une gourde au quotidien. Je trie les déchets. Chez moi, on a différentes poubelles pour faire en sorte de pouvoir recycler le plus possible. Il y a plein de jeunes, plein d'enfants qui nous regardent et dont on est l'exemple. Et je pense que c'est important de faire prendre conscience et de montrer l'exemple aussi, parce que c'est par là que ça passe. Et pour cette nouvelle saison, 100 fontaines à eau seront offertes aux clubs affiliés FFBB afin de les aider à diminuer leur impact environnemental. Il s'agit là de l'opération Fontaine à eau. Ce programme novateur est validé par toutes et tous. En ayant une fontaine à eau à côté, là on peut plus se plaindre et on peut pas aller chercher que les bouteilles d'eau en plastique, quoi. L'opération a été lancée officiellement à la fin du match des Bleus face à la Bosnie à Pau le 14 novembre dernier. Grâce aux 92 points marqués par l'équipe de France, 10 fontaines à eau seront installées dans les clubs du département qui s'engagent dans cette sensibilisation. La collaboration FFBB-Maïf est un bel exemple d'un partenariat porteur de sens et impactant bien au-delà des parquets. Le basket se bouge, Manon. Hein. Plutôt satisfait sur ce plan-là. Quelques infos en bref, ce sont les infos de Sport Planète.
Avec tout d'abord le club du Racing Club de Cannes en volley, club le plus titré de France, tout sport masculin et féminin confondu, qui a annoncé un partenariat inédit pour la prochaine saison avec la Compagnie des Pyrénées, société qui produit et commercialise Eau Neuve, la première bouteille d'eau minérale française dans une brique en carton. 10 000 bouteilles Eau Neuve seront distribuées aux joueuses pendant l'année. Une course historique qui se déroule dans un écrin du parc naturel des Calanques. Ce n'est autre que Marseille-Cassis, année après année. L'organisation de la course s'engage pour l'environnement. Sac donné aux coureurs confectionnés à partir d'algues vertes en provenance du littoral, dossard 100% recyclable, médaille en bois à planter, vêtements connectés et recyclés. Cette édition 2022 a été une franche réussite côté environnement. Et la dernière information concerne cette fédération-là, celle de badminton. Elle est très engagée sur les sujets sociaux et environnementaux. Elle a lancé sa fondation Impact Gagnant qui repose sur 4 domaines, inclusion, éducation, santé, éco-responsabilité. Elle soutient d'ores et déjà un premier projet, Compo Plume, une entreprise qui recycle les volants en plumes et les transforme en meubles et en isolants acoustiques. Voilà, il y en a pour tous les goûts, des petites idées comme ça pour recycler les matières. On en parlait il y a quelques instants. On arrive bientôt au terme de cette émission, mais pas encore. Nous avons le témoignage de notre éco-aventurier du mois. Il pratique l'Ultra Trail, je vous le disais tout à l'heure. Il est triple vainqueur du mythique UTMB en 2013 et 2015. C'est bien sûr Xavier Thévenard qui a mis depuis quelques temps sa carrière de trailer entre parenthèses, mais qui continue de courir pour alerter sur l'état de la nature. Il a donc pratiqué 220 km autour de Paris il y a quelques temps. Il nous raconte. Un raid multisport de 220 km autour de Paris, c'est le défi que s'est lancé le trailer Xavier Thévenard à l'occasion des premiers États généraux Sport Planète. Le but, sensibiliser le grand public à la protection de l'environnement. On veut protéger cet environnement qui, depuis l'enfance, nous a procuré du bonheur. Et voilà. Et après, en prenant connaissance et en grandissant de comment est fait le système, comment est composée notre société, il y a des choses qui sont vraiment en décalage dans notre mode de vie par rapport au milieu naturel. Et c'est pour ça que je vais être donneur d'alerte, quoi. Du Creps de Châtenay-Malabry au lac des Minimes, le Jurassien d'origine a pu découvrir les espaces naturels de l'Île-de-France, mais pas que. Il y a des endroits qui sont assez verts, avec pas mal de biodiversité, et ça fait plaisir de voir ça à côté de la zone la plus urbaine de France. Et puis d'un autre côté, on s'est rapproché quand même de la ville, et puis là on s'est rendu compte que l'impact de l'homme il était quand même assez important avec la monoculture dans les grands champs, alors que la nature elle nous fait vivre, elle fait qu'on est là sur Terre à vivre. Donc ouais, il y avait des choses assez troublantes. Tout au long du parcours, l'infatigable Thévenard ne s'est pas contenté de courir. Il est aussi allé à la rencontre des jeunes afin de les sensibiliser à l'importance du sport au service de l'écologie. Souvent les questions qui revenaient le plus c'était par rapport à ce que je faisais, quelle était ma pratique, ma perception un petit peu du sport. Et ça tournait principalement à ça, ou peut-être par rapport à ma prise de décision de ne plus vouloir prendre l'avion. Depuis 2019, les longs voyages pour exercer sa passion, c'est terminé pour Xavier. Le coureur a fait une croix sur bon nombre d'épreuves prestigieuses, mais l'essentiel est ailleurs. J'ai pas le droit de détériorer un environnement qui me procure du bonheur. Moi, ce qui me procure du bonheur, c'est d'être dans des beaux paysages, dans l'effort physique. Dans le trail, par exemple, on fait que ça, quoi. On évolue dans des beaux environnements, et puis à la fois de prendre l'avion, aller à l'étranger, on sait que c'est hyper délétère pour l'environnement. Et aujourd'hui, on a des grandes lignes directrices qui devraient être les accords de Paris qu'on devrait respecter tous. Et pour cela, et atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, on doit tous être, nous, individus, à 2 tonnes de CO2 par an par personne. Aujourd'hui, quand on fait un aller-retour Paris-New York en avion, on est déjà à 2,5 tonnes. D'un point de vue purement sportif, Xavier est un monstre. Triple vainqueur de la mythique épreuve de l'UTMB, le petit prince de son surnom dresse un constat alarmant sur l'état des montagnes. On voit que les glaciers souffrent énormément. Je suis monté sur le glacier, la mer de glace cet été avec des glaciologues et puis les guides qui nous ont dit qu'ils n'avaient jamais vu le glacier dans cet état-là. L'enneigement qu'on a presque plus, et l'effondrement de la biodiversité, quoi. Les insectes, les papillons en moins, moins d'espèces d'oiseaux, etc., quoi. Une situation qui ne laisse pas indifférentes les autres trailers, à l'image du roi de la discipline, Kilian Jornet,
qui a créé sa propre fondation visant à lutter pour la préservation des montagnes. C'est un sujet qui revient souvent sur la table. Et puis nous, dans le trail, comme on évolue dans ce milieu naturel, peut-être qu'il y a une grande partie des coureurs qui sont sensibilisés aux enjeux environnementaux. Et c'est pour ça qu'on en parle assez souvent. L'athlète ne rate pas une occasion de profiter de sa renommée pour sensibiliser et montrer qu'il faut agir. J'essaye, avec ma petite notoriété dans le milieu du trail, de transmettre la bonne parole, ce qui me semble la bonne parole en tout cas, donner du sens dans tout ça, sensibiliser les gens parce que c'est tellement important que voilà, il faut qu'on aille de l'avant et puis qu'on soit un grand nombre à être convaincus pour que ça change. Et l'être humain, il est un être de mimétisme. On a toujours voulu faire comme les copains, le voisin et comme le grand frère. Et si tout le monde se met à mimer l'autre, ça va faire effet boule de neige et on va arriver à inverser la tendance. Il faut arriver à changer les codes. Changer les codes pour un monde meilleur, Xavier croit en l'avenir de notre planète. Je suis de nature optimiste et je trouve que l'avenir reste excitant dans le sens où on a tous un défi à relever là. Nul doute que le prodige du trail va continuer d'éveiller les consciences à travers d'autres défis, toujours plus fous les uns que les autres. Un entretien et un sujet de Lucien Jarran. On va terminer cette émission avec bien évidemment notre quiz, notre écolo quiz. Simon, Manon, est-ce que vous êtes prêts? On va essayer. Vous êtes prêts. Alors, qui a dit participer, cela ne signifie pas cautionner. On est dans une sphère sportive, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne voit pas et qu'on n'entend pas ce qu'il peut se passer là-bas. Avec Cantona? Même sport. J'allais dire, on est forcément dans le foot à la Coupe du Monde, mais... On le voit partout en ce moment. Sportif français du coup? Il ne joue plus. Il ne joue plus. Zidane? Non. Didier Deschamps, voilà, on affiche déjà la réponse. Didier Deschamps, vous avez perdu. C'était le 9 novembre dernier, lors de l'annonce de la liste de l'équipe de France. Il parle évidemment de cette Coupe du Monde au Qatar qui vient de débuter. Autre citation, je ne suis pas encore un spécialiste, mais je m'intéresse au cycle de production des vendanges, à l'assemblage aux dégustations. Nous avons l'objectif de faire un vin biologique de très haute qualité qui respecte l'environnement. Qui est ce sportif qui se lance dans le vin ? Manon le connaît. Simon aussi, mais on va dire que le sport peut aider. C'est un basketteur du coup, un ancien basketteur. Un ancien basketteur. Tony Parker? Ouais, Tony Parker. Eh oui, il a présenté à la mi-octobre de nouvelles marques de vin et de champagne qu'il a lancées en collaboration avec l'entrepreneur français Michel Rébier. Voilà, du vin biologique donc qu'il faudra peut-être goûter sans en abuser, Manon, bien évidemment. On va enchaîner avec Nicolas van den Elsken, un éco-aventurier que l'on avait reçu ici sur ce plateau. Il réalise un défi pour la planète en ce moment. Alors, lequel est-ce? Est-ce que ce sont 100 marathons en 100 jours, la traversée de la Manche à la nage ou le parcours de l'UTMB pour pointer du doigt la fonte des glaces? Qu'est-ce qu'il fait en ce moment, à votre avis? Personne ne sait? Tu peux nous redire les réponses? 100 marathons en 100 jours pour le climat, traversée de la Manche à la nage pour sensibiliser à la pollution marine ou le parcours du UTMB, pointer du doigt la fonte des glaces. Parcours du UTMB? Non, le deuxième plutôt. Vous avez tout faux. Okay. 100 marathons en 100 jours pour le climat. Il s'était lancé le 3 septembre dernier et il continue, il sensibilise les jeunes, les acteurs locaux. Voilà, 100 marathons en 100 jours. Je vous laisse imaginer un petit peu le défi. Et puis, je vais vous en poser une dernière. J'essaye de la choisir pour que ça marche bien. Allez, c'est l'actualité également. C'est un qui suis-je pour terminer. On terminera là-dessus. Je pratique un sport collectif. Je suis championne olympique de ma discipline. En 2021, j'ai fait partie des 50 Français les plus influents du monde. Je suis une femme engagée pour la protection de l'environnement, évidemment. Il y a autre chose que je protège au quotidien, ce sont mes buts. Et précisément, dans le club de Brest, je suis... Je ne connais pas. Sûrement plus calée en foot. Non, le handball. Handball, gardienne de handball féminine de l'équipe de France. C'est pas une Laura, non.
Il y en a une de gardienne qui s'appelle Laura, mais c'est pas celle-ci. Okay. C'est Cléopâtre Darleux, gardienne de l'équipe de France et du Brest-Bretagne Handball, qui est marraine notamment de l'association Match for Green, marraine du projet Collective également, qui est très engagée. Cléopâtre Darleux, la gardienne de l'équipe de France de hand. Merci à tous les deux de votre passage. On souhaite le meilleur à ces futurs ballons. La campagne est en cours. Bonne saison à vous, Manon, et à toutes vos équipes du côté de la JL Bourg Basket. On se retrouvera très vite, évidemment, pour un nouveau numéro de Sport Planète. À bientôt.